Mars 1941. Chantier naval de Mare Island, Vallejo, Californie. Le sifflement des chalumeaux à acétylène emplissait l'air, résonnant à travers l'immense baie de construction de sous-marins. Des étincelles jaillissaient, comme des lucioles, se dispersant sur les coques d'acier des bateaux à moitié terminés. Edward Nelson, un soudeur de 36 ans gagnant $11 par jour, se tenait au milieu du chaos, la frustration gravée sur son visage. Sous les ponts encombrés d'échafaudages, des hommes contorsionnèrent leur corps dans des espaces exigus, enfilant des boulons dans des compartiments étouffants. Des heures de travail étaient nécessaires pour fixer une seule planche de bois sur une structure en acier. En observant tout cela, Nelson marmonnait dans sa barbe. Il doit y avoir une meilleure façon. Il n'avait pas tort. Ce qu'il voyait était une folie, un procédé dépassé depuis des décennies, étranglé par la bureaucratie et la routine. La marine exigeait un travail plus rapide, mais refusait de changer la manière de faire. Sous les ponts des sous-marins, des équipes d'hommes travaillaient pendant des jours, montant et démontant des kilomètres d'échafaudage, juste pour installer des planches en bois. Chaque boulon, chaque écrou, chaque planche prenait des heures. C'était la même méthode utilisée depuis la Première Guerre mondiale, lente, dangereuse et inefficace. Et alors que les nuages de guerre s'amoncelaient sur le Pacifique, l'Amérique n'avait plus de temps à perdre. Ted Nelson n'était ni diplômé d'université, ni ingénieur. C'était un mécanicien californien qui avait appris sur le tas, avec 15 ans d'expérience dans des ateliers d'usinage. 15 ans à comprendre comment l'acier se comporte, comment l'électricité circule, et comment résoudre les problèmes, si quelqu'un voulait bien écouter. Ce que les officiers de la marine ignoraient ce jour-là de 1941, c'est que ce soudeur frustré détenait déjà la solution qui allait économiser plus de 50 millions des heures hommes et révolutionner la construction navale pour toujours. Mare Island n'était pas un chantier naval ordinaire. Établi en 1854, c'était la première base de la marine sur le Pacifique, s'étendant sur 600 acres au nord de San Francisco. En 1941, il était devenu le principal chantier de sous-marins des États-Unis, travaillant jour et nuit alors que la guerre approchait. 12 000 civils remplissaient les quais et les entrepôts, martelant l'acier et soudant les coques, un nombre qui atteindrait 50 000 avant la fin de la guerre. Parmi eux, Ted Nelson, employé numéro 3872, un homme discret mais tenace, qui remarquait ce que les autres ignoraient. La marine insistait pour des ponts en bois, plus silencieux sous les pieds, plus chauds que l'acier, plus faciles à réparer, mais leur méthode d'installation était d'une lenteur douloureuse. Des trous étaient percés, des boulons insérés, des échafaudages montés et démontés, des ouvriers au-dessus et en dessous coordonnant leurs efforts dans des espaces claustrophobiques. Il pouvait falloir 12 hommes une semaine entière pour terminer le pont d'un sous-marin. Nelson savait qu'il devait exister une méthode plus rapide. Il imaginait un procédé qui éliminerait complètement les échafaudages. Et si, au lieu de boulonner le bois par le haut et par le bas, on pouvait souder de petits goujons directement sur la structure en acier, d'un seul côté. Il se souvenait avoir vu une forme primitive de soudage de goujons, une méthode utilisant de la poudre de flux pour fusionner un boulon à l'acier. Mais cela ne fonctionnait que sur des surfaces horizontales planes. La gravité ruinait tout le reste. Le génie de Nelson était simple, mais profond. Enfermer le flux dans un petit capuchon en céramique pour qu'il ne tombe pas quelle que soit la position, avec un pistolet de soudage à ressort. Une simple pression sur la gâchette pouvait fusionner un goujon fileté à n'importe quelle surface. Verticale, au plafond, peu importe. 1 seconde par goujon. Pas d'échafaudage, pas d'écrou, pas de boulon, pas de jour perdu. Nelson esquissa l'idée dans son carnet et la présenta à ses supérieurs. Les officiers de la marine y jetèrent à peine un œil. « Nous suivons les procédures », lui lança l'un d'eux sèchement. Un autre le congédia carrément. Si c'était si simple, quelqu'un l'aurait déjà fait. Son idée fut rejetée parce qu'il n'était qu'un soudeur, pas un ingénieur, pas un officier. Même lorsqu'il soumit une proposition formelle au commandant du chantier, la réponse fut une lettre type. Elle le remerciait pour son intérêt et indiquait que il faudrait 18 à 24 mois pour que Washington, elle, examine. D'ici là, la guerre pourrait déjà être perdue. Cette nuit-là, Nelson prit une décision qui allait changer l'histoire. Si la marine ne voulait pas le construire, il le ferait lui-même. Dans le petit garage derrière son cottage à Vallejo, il dégagea de l'espace,
rassembla de l'acier de récupération et commença à travailler en secret. Sa femme, Emma, craignait qu'il ne perde son emploi. « Cela aidera la marine, » lui dit-il. « Ils ne le savent pas encore. » Les semaines passèrent. Des étincelles emplissaient le garage tandis qu'il bricolait différents modèles. Une poignée en forme de pistolet, un plunger à ressort, un déclencheur électrique et surtout, un capuchon de flux en céramique. En mai 1941, il avait un prototype fonctionnel. Il fonctionnait parfaitement sur toutes les surfaces qu'il essayait, horizontale, verticale, au plafond, soudant chaque goujon en moins d'une seconde. Lorsqu'il le montra à ses collègues soudeurs à l'heure du déjeuner, ils furent stupéfaits. « Cela nous fera gagner des jours de travail », s'exclama l'un d'eux. Mais les supérieurs de Nelson refusaient toujours d'écouter. Alors il démissionna. Le 20 juin 1941, Ted Nelson quitta Mare Island pour de bon. « Je vais fabriquer des pistolets de soudage », dit-il à son patron. « Et quand la marine reviendra les acheter, j'espère que vous vous souviendrez de cette conversation. » Avec 11 $ en poche et une conviction inébranlable, il fonda la Nelson Specialty Welding Equipment Corporation. Le 1er juillet 1941, il emprunta 95 000 $ grâce à un programme de prêts gouvernementaux et commença à produire son invention dans un petit atelier. Au début, personne ne s'y intéressait. La plupart des chantiers navals l'ignoraient, mais quelques-uns essayèrent de son pistolet et les résultats parlèrent d'eux-mêmes. Puis vint le 7 décembre 1941, Pearl Harbor. Du jour au lendemain, la construction navale devint la priorité nationale. Sous-marins, destroyers, porte-avions, tout devait être construit plus rapidement. Et soudain, le téléphone de Ted Nelson n'arrêtait pas de sonner. Les commandes affluaient. Les chantiers Kaiser achetèrent 50 pistolets. Bethlehem Steel en voulait 40. Même Mare Island, où il avait été ignoré, passa une commande urgente. Début 1942, l'usine de Nelson ne suivait plus la demande. Il s'installa dans un nouveau bâtiment à San Leandro, au sud d'Auckland. À la fin de l'année, sa petite équipe comptait 150 travailleurs, produisant 30 pistolets par jour et des milliers de goujons à capuchon de flux. Tous les chantiers de la côte ouest utilisaient désormais les soudeurs à goujons Nelson, et les résultats étaient extraordinaires. L'installation d'un pont de sous-marin, qui prenait autrefois 6 jours, ne prenait plus qu'1 jour. 3 travailleurs pouvaient faire ce que 12 accomplissaient auparavant. Pas d'échafaudage, pas de main-d'œuvre gaspillée. La marine calcula des millions d'heures hommes économisées. Fin 1942, les soudures de Nelson s'avérèrent plus solides que les boulons traditionnels. Le bureau des navires, autrefois sceptique, envoya une délégation à son usine. Les officiers remirent à Nelson une citation pour contribution exceptionnelle à l'effort de guerre. Il avait fait ce que la bureaucratie n'avait pas pu, transformer une idée en révolution. En 2 ans, le soudage à goujons était partout, sur les sous-marins, les destroyers, les croiseurs et les immenses porte-avions de la classe Essex. Chaque porte-avions utilisait environ 20 000 goujons. Le procédé économisa à la marine environ 50 millions d'heures hommes, permettant aux États-Unis de construire des navires à une vitesse sans précédent. Les chantiers qui peinaient à achever un navire en 18 mois lançaient désormais des sous-marins tous les 11 jours. Le chantier naval de Portsmouth lança 4 sous-marins en une seule journée en 1944, un record encore inégalé. L'impact se répercuta sur toute la guerre. Les Liberty Ships, les bêtes de somme de la logistique alliée, dépendaient des goujons Nelson pour les fixations de ponts et les supports de canons. L'Amérique en construisit 2710, soit 3 navires par jour au plus fort de la production. La marine américaine passa de 7 porte-avions en 1941 à 99 en 1945, une flotte qui domina le Pacifique et mit le Japon à genoux. Chaque jour gagné en construction signifiait des navires à l'eau plus tôt, plus d'hommes sauvés et la victoire plus rapide. En mai 1943, l'entreprise de Nelson reçut le prix Army-Navy E pour l'excellence en production, une distinction rare accordée à seulement 5% des fournisseurs de guerre. Ces travailleurs furent célébrés comme des héros de l'industrie. Il gagna 2 étoiles sur la bannière du prix pour avoir maintenu l'excellence de la production jusqu'à la fin de la guerre. Le rapport final de la marine crédita son invention DI avoir économisé plus de 50 millions d'heures hommes, l'équivalent de 19 000 années de travail. Mais, peut-être aussi significatif,
était l'identité de ceux qui utilisaient son invention. Alors que les pénuries de main-d'œuvre s'aggravaient, les femmes affluèrent dans les chantiers navals. Rosie la rivetteuse devint un symbole national, et parmi elles, des milliers de Wendy la soudeuse. Le soudage à goujons nécessitait peu de formation, ce qui en faisait une méthode idéale pour les nouveaux travailleurs. À Mare Island seul, 9000 femmes prirent des chalumeaux et des pistolets, soudant les goujons qui maintenaient ensemble les ponts des navires qui gagneraient la guerre. Quand la paix arriva en 1945, l'entreprise de Nelson affronta un nouveau défi, la survie. La guerre était finie, les contrats furent annulés et les usines se turent. Mais Nelson avait déjà commencé à adapter sa technologie pour les industries d'après-guerre. Construction, ponts, réservoirs sous pression et plus tard automobiles. Son entreprise prospéra dans le boom de l'après-guerre. En 1950, il la vendit à TRW, assurant que le nom Nelson perdure. Au fil des décennies, son invention se répandit dans tous les coins de l'industrie moderne. Le soudage à goujons devint essentiel pour construire des gratte-ciel, des ponts et des voitures. La technologie évolua. Commandes informatisées, bras robotisés, électronique de précision. Mais le principe resta inchangé. Un goujon, un capuchon de flux, une étincelle, une seconde. Aujourd'hui, le même procédé Nelson est utilisé dans les usines, les centrales électriques et les chantiers de construction du monde entier. Même les restaurations de navires historiques, comme le cuirassé Texas et le sous-marin USS Pampanito, dépendent d'équipements Nelson modernes pour réparer les navires mêmes que son innovation avait aidé à construire. Ted Nelson vécut assez longtemps pour tout voir. Lorsqu'il mourut en 1994 à l'âge de 89 ans, il laissa derrière lui un héritage non pas de guerre, mais de création. Son histoire ne parle pas de champs de bataille ou de médailles. Elle parle de persévérance, d'un homme qui refusa d'accepter un non comme réponse. Les officiers de la marine qui, elles, avaient autrefois rejeté, ne pouvaient pas voir ce qu'ils voyaient. Que l'innovation commence souvent non dans les laboratoires ou les salles de réunion, mais dans les mains des travailleurs qui croient qu'ils peuvent faire mieux. 50 millions d'heures hommes économisées, des milliers de navires construits, d'innombrables vies préservées, tout cela à partir d'une simple idée. Née dans un garage, déclenchée par la frustration et soudée dans l'histoire. Ted Nelson n'a pas combattu la guerre avec des balles ou des bombes. Il l'a combattue avec du génie, de l'entêtement et un chalumeau de soudeur. Et ce faisant, il a contribué à la gagner.